Bonsoir et merci de votre fidélité à la RTB. Bienvenue à cette émission spéciale à l'occasion des 100 ans de création de la colonie de Haute-Volta. C'est en effet le 1er mars 1919 que la colonie de Haute-Volta a été créée par la France qui avait achevé en 1898 la conquête des territoires qui devraient composer cette colonie. Comment cette conquête s'est opérée? Et pourquoi la création de la colonie de Haute-Volta? Quelle implication cette création a pu avoir dans l'histoire du Burkina Faso? Que représente un tel héritage pour nous contemporains? Quels sont les enjeux de la commémoration d'un tel événement? Une foule de questions auxquelles nos invités répondront. D'abord, nous avons professeur Magloire Somé, professeur titulaire d'histoire contemporaine. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu pour les échanges. Deuxième invité à ce panel, Dr Pierre Claver-Yen, maître de recherche en histoire des relations internationales. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là pour les débats. Troisième invité à ces débats, Dr Samuel Salo, maître assistant d'histoire contemporaine à la retraite. Bonsoir et bienvenue à ce débat. Et enfin, quatrième invité à ce débat, Claude-Étienne Sissao, professeur titulaire d'histoire économique. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu à ce débat. Et pour comprendre cette thématique, il est important pour nous de revenir d'abord sur les conquêtes des territoires qui vont constituer la colonie de Haute-Volta, avant d'insister sur les raisons qui ont conduit à la création de la colonie en mars 1919. Et puis nous terminerons sur la nécessité ou non de commémorer ces événements aujourd'hui. Professeur Magloire Somé, on va remonter un peu à la conférence de Berlin où d'aucuns estiment que c'est le lieu du partage de l'Afrique par les puissants de l'époque. Est-ce que, quelque part, cette première rencontre est constituante de l'histoire même de la colonie qui a été créée en 1919? Ou bien on peut remonter un peu plus avant ça? Bon, disons que au XIXe siècle, il y a eu une intensification des relations entre l'Europe et l'Afrique. Des rivalités inter-européennes en Afrique qui ont conduit à la convocation de la conférence de Berlin par Bismarck. Et la conférence de Berlin a pris des décisions qui ont eu pour conséquence la conquête et le partage de l'Afrique. Disons que c'est au-dessous du bassin conventionnel du Congo que la conférence de Berlin a été convoquée pour résoudre le problème de rivalité entre la Belgique, la France et le Portugal. Et au-delà du problème du bassin conventionnel du Congo, la conférence a pris donc des décisions qui ont eu pour conséquence la conquête de l'Afrique. Par exemple, les Britanniques avaient un concept qui était le concept de planter son pavillon là où on était en Afrique, que toute puissance qui avait une position sur les côtes africaines pouvait planter son pavillon. Et les Allemands avaient leur concept de pouvoir revendiquer l'Interland. Alors, l'acte général de Berlin n'a pas spécifiquement relevé le fait que toute puissance qui était installée sur le continent africain pouvait planter son pavillon et pouvait conquérir l'arrière-pays, mais dans les attitudes, dans le comportement. On a eu l'impression que la question a été discutée à la conférence de Berlin et que les puissances, par pudeur, n'avaient pas pu inscrire ça dans l'acte général de la conférence de Berlin. Mais là, les articles 6 et 7 de l'acte général de la conférence de Berlin insinuent bien le fait de pouvoir planter son drapeau et d'occuper l'arrière-pays. Et à la fin de l'acte général de la conférence de Berlin, on parle de notification aux autres puissances. C'est-à-dire que si vous avez occupé l'arrière-pays, vous devez le notifier aux autres puissances. Donc, quelque part, on considère
nous, Africains, nous considérons à juste titre que c'est la conférence de Berlin qui a partagé l'Afrique. Claude Étienne Sissao, la conférence de Berlin qui partage l'Afrique, alors que l'Afrique, c'est pour les Africains. Comment on peut expliquer peut-être ce désir d'hégémonie, ce désir de dominer l'autre dans l'histoire? Je crois que l'histoire de l'humanité elle-même, c'est une histoire de conquête. Dès que l'homme s'est mis debout, le mot erectus, c'était pour aller à la conquête du monde. Et je pense qu'on peut replacer cela dans cette longue marche de l'humanité, où les Européens, forts de leur puissance économique et technique, se sont mis à l'idée de conquérir le reste du continent africain. Parce qu'on pense que c'est à partir de la conférence de Brazzaville que les Européens se sont installés en Afrique. Or non, cette installation est très très ancienne. Voilà, on ne veut pas remonter jusqu'à la période où on a mis en place les différents comptoirs. Vous savez bien qu'au temps de l'esclavage, déjà, les Européens avaient occupé des terres, des portions du territoire africain. Mais seulement, ils n'étaient pas à l'intérieur. L'ensemble, la majorité des pays de l'intérieur de l'Afrique gardaient leur souveraineté. Même les entités politiques qui se situaient sur la côte gardaient leur spécificité. Mais ce qui est remarquable, ce qui est étonnant, c'est qu'au XIXe siècle, les Européens ont changé totalement de comportement envers l'Afrique. Au départ, on peut dire que c'était des relations de négociation entre les souverains africains et les Européens qui venaient sur les côtes. Mais à partir du XIXe siècle, tout change. C'est la rivalité entre les Européens et ils veulent maintenant occuper l'ensemble des territoires. Mais je pense qu'il y a deux aspects qu'il faut souligner. Les Européens étaient en besoin d'expansion sur le plan économique. On sait que le capitalisme industriel avait pris son envol et que l'Europe avait besoin d'un marché plus grand et aussi avait besoin de prendre carrément les terres et les ressources de l'Afrique. Ils savaient très bien déjà que l'Afrique regorgeait de ressources et d'hommes, puisque auparavant il y avait l'esclavage, auquel ils ont largement participé avec le commerce triangulaire. Mais maintenant, il s'agissait pour eux d'occuper totalement le territoire africain. Et dire qu'ils se sont partagés l'Afrique, c'est vrai, parce qu'il y avait une carte sur laquelle ils discutaient par rapport à leur position. Ils ont bien compris qu'il fallait s'entendre, qu'ils devraient s'entendre pour ne pas se faire la guerre sur le continent africain. Parce qu'en Europe même, ils se battaient. On se souvient du problème de l'Alsace-Lorraine entre la France et l'Allemagne, etc., qui avait fait des guerres pas possibles. En ce qui concerne l'Afrique, ce qui est très remarquable, c'est que les Européens se sont entendus pour ne pas se faire la guerre. Et c'est dans ce sens qu'on peut situer la conférence de Berlin. La conférence de Berlin consistait à édicter des règles de jeu pour l'occupation pour qu'ils ne se tapent pas dessus. Excusez-moi, permettez-moi. Tout à fait, on le comprend. Oui. Voilà. Et donc, ainsi, pour le partage du gâteau, il faut bien s'entendre. Il faut s'entendre, voilà. Et c'est ce qui a prévalu à cette conférence. Ils ont mis en place les règles du jeu. Moi, je peux dire que ça fut un succès pour eux. Parce que presque nulle part, les Européens n'ont eu à se faire réellement une guerre sur le territoire africain. Le cas, par exemple, docteur Samuel Salo, de la colonie, ce qui va être la colonie de Haute-Volta plus tard, c'est la France qui a mené des expéditions sur le territoire, et d'abord avec Binger qui, dans les années 1888, ont commencé à arriver à Ouagadougou. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette époque des conquêtes de ces territoires qui vont composer plus tard la colonie? Oui, en fait, c'est avant tout la période des explorations. Binger était un explorateur, Binger n'est pas un conquérant. Et bien avant Binger, il y a eu d'autres. Barth, qui est passé par Dolly,
et certainement bien d'autres. Alors donc ce sont des explorations qui peuvent être considérées comme une reconnaissance du terrain, parce que pour conquérir, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui existe sur le terrain. Et les explorations, c'est dans ce sens-là. Alors Berger n'est pas le seul, il y a eu Crozat, il y a eu Monteil, mais l'exploration a ouvert une grande brèche pour la conquête. Et je sais que dans cette conquête, celle qui nous est restée mémorable, c'est celle de Voulay et de Chanoine. La colonne Voulay-Chanoine. Oui, vous savez, quand vous regardez une carte de notre pays, la Haute-Volta, ça ne s'appelle même pas la Haute-Volta, disons cette région de l'Afrique de l'Ouest, constituée, n'est-ce pas, de plusieurs pays, nous allons d'ailleurs employer ce terme, les pays de la Haute-Volta, sont pratiquement au centre de l'Afrique de l'Ouest. Et à cette époque, la France avait déjà conquis le Sénégal. La France avait, j'allais dire, conquis le Soudan. Et donc, si vous parlez de conquête, c'est comme une sorte de soumission par les armes ou c'est quoi C'est exactement? une soumission par les armes. La France également avait déjà pris pied, disons, sur la côte. Prenons le cas, n'est-ce pas, du Dahomey, le colonel Dodds, n'est-ce pas, qui, j'allais dire, met en déroute les armées de Béhanzin. Mais les pays de l'Haute-Volta forment comme un bouchon qui empêche la France de joindre ses conquêtes, j'allais dire, du Nord, quand j'ai dit le Nord, c'est le Nord de notre pays, à celle du Sud. Et c'est pourquoi Voulay et Chanoine ont été envoyés depuis Bandiagara. On leur a dit, voilà, prenez une route directe qui mène à Ouagadougou. Parce que si on prend le pays Mossi, enfin, le Mongo, n'est-ce pas, comme on dit, si on prend, n'est-ce pas, les pays de la Haute-Volta, la France a désormais un empire ouest-africain d'un seul tenant, allant depuis le Mali actuel jusque sur le golfe de Bénin. Et je crois d'ailleurs que c'est dans cette intention que les conquêtes ont été acharnées à partir de 1890. Les dernières conquêtes se situent autour, n'est-ce pas, de 1898. Mais en 1898, on considère que les conquêtes sont pratiquement achevées pour ce qui est de notre pays. De ce qui va concerner la colonie des Hautes-Volta. Oui. Et à ce niveau, docteur Pierre Claverienne, on s'est rendu compte que le conquérant a trouvé des peuples déjà installés. Quand vous prenez ceux de Fada ou ceux de l'Ouest, ou, voilà, ou même le royaume Mouaga qui occupait un peu le centre, comment, en fait, la jonction de tout cela a été possible? Comment ils sont arrivés à pouvoir mettre tout cela ensemble? Ils l'ont fait procédant, encore une fois de plus, des suites de la conférence de Berlin, qui constitue un tournant important dans l'histoire coloniale, en ce sens que cette conférence est constitutive du droit colonial en Afrique, en réalité. On y a jeté, effectivement, les règles du jeu qui vont conduire au partage effectif donc, de l'Afrique. Alors, il y avait justement des royaumes, des peuples, dans ce qui va devenir la Haute-Volta. Ce que la conférence de Berlin a permis, et en ce chapitre 7 que rappelait le professeur Sommet, c'est que les Européens qui étaient déjà effectivement implantés en Afrique, au niveau des côtes ou au niveau de la région du Sénégal, et pouvaient avancer dans l'intérieur du pays, l'interland comme on dit. Quand vous prenez position, par la signature par exemple d'un traité, ce n'est pas suffisant. Il faut notifier aux puissances rivales le fait d'avoir donc signé un contrat. Et enfin,
même la signature du contrat, il faut l'occuper effectivement. Alors, une fois que ces règles du jeu sont si clairement définies, effectivement, il s'est déclenché le processus qu'on appelait la course au clocher, où chacun courait pour être le premier à prendre le maximum de territoire. C'est dans cette phase que les explorations dont parlait le professeur Samuel Salo, qui avaient un caractère pacifique, se sont muées en conquête militaire. C'est des colonnes militaires qui viennent pour signer ou confirmer des traités déjà signés. Et soit vous le faites dans la joie ou vous le faites malgré dans la vous. douleur. Voilà. Donc c'est cette période-là des années, en ce qui concerne l'actuel Burkina Faso, à partir de 1895, il y a des colonnes qui sont envoyées à pays Samo, la colonne Voulé et Chanoine, à pays Mossi, Gouroussi, et qui ont fait la guerre, qui ont gagné entre guillemets la guerre, qui ont occupé le territoire pour après négocier avec les rivaux pour donner des frontières à ces territoires. Donc la jonction s'est passée par le fait que les chefs et rois ont été vaincus ou en tout cas ont contracté avec les colonisateurs, leur permettant de s'approprier, soit de façon pacifique, soit par la guerre, en tout cas surtout par la guerre, les territoires qui appartenaient aux puissances africaines. Et ce sont ces territoires conquis qui sont réorganisés au fur et à mesure à travers des unités administratives qu'on appelait des cercles. Et l'ensemble des cercles sont organisés à travers une colonie, ayant à leur tête ce qu'on appelait un gouverneur. Oui. Voilà. Donc c'est ainsi que lorsque, à partir de 1898, 1900 en gros, les territoires ont été conquis et tous les cercles de l'actuel Volta ont été regroupés dans une colonie qui n'était pas encore la Volta, qui était la colonie du Haut-Sénégal, Niger, en tout cas à partir de 1904. Alors, nos cercles, nos anciens royaumes devenus des cercles plus ou moins, sont intégrés dans une colonie qu'on appelle la colonie du Haut-Sénégal, Niger, avec comme capitale Bamako. Donc voilà un peu l'ancêtre de la Volta, puisque c'est à partir du Haut-Sénégal, Niger, qu'on va créer la colonie de Haut-Volta. Et entre-temps, il y a eu la Première Guerre mondiale, mais aussi il y a eu une révolte dans l'ouest du pays qui va précipiter finalement les choses pour le colon. Oui, j'aime le dire, la Haute-Volta, la création de la Haute-Volta est une conséquence lointaine de la Première Guerre mondiale. Parce que cette guerre a mis à genoux la métropole française sur le plan économique. Et pendant cette guerre, comme vous le dites, les populations n'ont pas réagi de la même manière. Si vous prenez les populations voltaïques, entre guillemets, où il y avait des chefferies, des royaumes organisés, par exemple, les royaumes Ossé et Gourmaché, elles ont travaillé, elles ont aidé la France à combattre contre les Allemands au Togo. Donc les cavaliers sont partis et ils ont contribué à combattre les Allemands qui étaient dans la colonie du Togo. En revanche, cette guerre a donné l'occasion à certaines populations, notamment de l'ouest du Burkina Faso, profitant de l'affaiblissement donc de l'autorité coloniale, ont déclenché la vaste insurrection de 1915-1916, durant laquelle 300 000 personnes au moins ont pris les armes pour combattre l'autorité coloniale. Alors, au sortir de la guerre, la France veut réorganiser l'Afrique occidentale française pour mieux rentabiliser les colonies et à gagner de l'argent, économiser. Et c'est dans le souci de rentabiliser les colonies, de mieux organiser, que la France va décider, au regard du caractère énorme de la colonie du Haut-Sénégal-Niger, il constate que non, le peuple la communauté la plus peuplée était celle de Mossi, 1 200 000 sont trop éloignés de Bamako. Deuxièmement, c'est parce que l'autorité administrative n'est pas à côté que 300 000 personnes ont pris les armes contre nous. Alors, en divisant en deux la colonie du Haut-Sénégal-Niger, on permettrait donc, en créant la Haute-Volta, de rapprocher l'administration des administrés pour profiter donc, de l'ossature politique des royaumes Mossi, Gourmaché, etc. Donc, et pour profiter, mettre la main sur ce qu'on appelle les populations récalcitrantes. Donc, c'est un peu, effectivement, au sortir de ces crises-là, que la France a décidé de couper en deux. Et c'est ça qui a donné l'acte du décret du 1er mars 1919 portant création de la Haute-Volta. Oui, et professeur Magloire Semé, donc on l'a vu, peut-être plusieurs raisons qui peuvent se résumer en 3 pour la création de la colonie des Haute-Volta en 1919. D'abord, peut-être contrôler les territoires, si je m'en tiens à ce que
docteur Yen l'a dit, mais aussi des raisons économiques et puis des raisons aussi de pouvoir marquer véritablement son hégémonie, sa puissance et sa domination sur ces cercles qui ont constitué jadis la colonie qui s'appelait Haute-Volta en son temps. Mais comment l'organisation de tout cela a été possible? Il a dit à leur tête, il y avait un gouverneur, mais au-delà. Oui, disons que les révoltes dont a parlé Pierre Claver ont révélé l'insuffisance de la politique coloniale française. La première politique coloniale française au moment des conquêtes était fondée sur le principe de l'assimilation. Un principe de l'assimilation qui s'inspire aussi des idées jacobines. Le club des Jacobins est un club d'intellectuels et d'hommes politiques français qui militaient pour une administration centralisée. Une administration centralisée pour pouvoir intégrer l'ensemble des populations dans la France. Et donc, la politique en vigueur au sortir de la Révolution française, c'était une politique d'assimilation. Maintenant, la France, en conquête, va transposer dans son empire colonial la même politique, mettre en place une administration centralisée. Après la conquête de l'Afrique occidentale, le docteur Salo l'a dit, la France avait des visées de constituer un vaste empire uni. Et elle a réussi à le faire. Et donc, de ce point de vue, il fallait administrer maintenant ce vaste empire. Donc, elle a déterminé des principes. Le premier principe, c'était celui de l'unité politique. Le deuxième principe, celui de l'unité militaire. Le troisième, celui de l'unité administrative. Le quatrième, celui de la solidarité financière. Et le cinquième, celui de la coordination économique. Et donc, ces principes ont amené la France à se dire, j'ai deux vastes ensembles. L'ensemble de l'Afrique occidentale et l'ensemble de l'Afrique équatoriale. Donc, pour ces ensembles, ils décident, au nom du principe de l'unité politique et de l'unité administrative, de mettre en place un seul gouverneur, le gouverneur général. Donc, on nomme le gouverneur général en Afrique, et le gouverneur général a autorité sur des lieutenants-gouverneurs. C'est-à-dire, les gouverneurs des territoires sont appelés lieutenants-gouverneurs. Et c'est seul le gouverneur général qui était autorisé à correspondre avec le ministre des colonies. Et il était doublé du titre de haut-commissaire de la République. Ça veut dire qu'il n'y avait personne au-dessus de lui. Donc, de ce point de vue, et c'est à partir de Dakar que le territoire de l'Afrique occidentale, l'empire de l'Afrique occidentale est organisé. Et donc, la France réorganise son empire en fonction de ses intérêts. Et comme les révoltes ont révélé l'insuffisance d'une politique centralisatrice, il fallait changer la politique. Et c'est dans cette dynamique de changement de la politique que, au-delà du fait qu'on ait voulu créer la Haute-Volta pour circonscrire les zones de la révolte dans un même territoire pour pouvoir les contrôler, on va décider de passer du système de l'assimilation au système de l'association. Et c'est dès 1917 que le gouverneur Van Vollenhoven va commencer à poser les réflexions de changement de la politique. Il fait remarquer que la France ne pouvait plus continuer de diriger directement les gens, les populations conquises, comme elle le faisait par le passé. Parce qu'ils avaient remarqué que quand le colonisateur, les colonnes coloniales ou l'administrateur, le gouverneur ou le commandant de cercle passaient dans une région, la population faisait le vide. Alors, donc ce n'était pas ça qui était recherché par le colonisateur français. Le colonisateur français cherchait à se rapprocher de la population. Donc en créant la Haute-Volta, on veut rapprocher l'administration des administrés et on va mettre en place maintenant ce qu'ils ont appelé la politique d'association. Et désormais, la France veut diriger non plus directement ses colonies, mais elle veut diriger ses colonies en association avec les structures traditionnelles qui existaient en Afrique avant la colonisation.
Et par conséquent, on va créer ce qu'on appelait le conseil des notables. Voilà. Dans chaque cercle, il y aura des conseils de notables. Et au niveau du gouvernement général, on va créer le conseil d'administration de l'AOF. Et au niveau donc de chaque colonie, il y a un conseil d'administration. Et donc, vous allez voir, au niveau des cercles, c'est le conseil des notables qui allait regrouper 16 personnalités, chefs de canton ou des notabilités les plus influentes du cercle qui vont se réunir 2 fois par an autour du commandant de cercle, qui va donner des instructions sur la politique coloniale et qui va demander aux chefs de canton et aux notabilités qui ont été convoquées d'aller faire appliquer ça sur le terrain. Le colon, quand il est arrivé, après la création de la colonie de Haute-Volta, on n'a pas mis entre parenthèses l'organisation sociale que ces cercles qui ont composé la colonie avaient, mais bien plus, on les a utilisés à d'autres fins. Le colon n'a pas méprisé donc, les formations politiques, donc, la réalité socio-culturelle d'avant, dans l'organisation du territoire. Effectivement, je confirme, parce que souvent on dit que la règle d'or de la colonisation, c'est diviser pour mieux régner. Ça dépend. Lorsqu'il s'agit de percevoir l'impôt, des petits tâches comme ça, on vous opposait. Mais sur le plan de l'organisation territoriale, la règle d'or a plutôt été de regrouper pour mieux régner. Et c'est en cela qu'on a tenu compte des réalités socio-culturelles dans la constitution des cercles. Si vous prenez la population, les cercles de Gawa, en son temps, on a appelé ça cercle de lobby, parce que c'est l'ensemble des populations plus apparentées qu'on a appelé, à un moment donné, les rameaux lobby, qui ont constitué ces cercles. Si vous prenez Bobo, le cercle de Bobo, le cercle de Bobo a été construit sur les traces du Guirico. L'empire du Guirico. Si vous prenez le cercle de Fada, le royaume de Fada Gourma, le cercle de Dori, c'est le Liptako, le cercle de Yatenga, c'est le royaume de Yatenga, le cercle de Ouagadougou, c'est le royaume de Ouagadougou. Ils ont tellement tenu compte qu'en 1918, le colon a fusionné le cercle de Ouagadougou et le cercle de Yatenga pour former le cercle du Moussi, etc. Alors, et donc, lorsque la Haute-Volta a été créée, il y a eu une réorganisation du territoire en tenant compte encore une fois de plus de ces réalités socio-culturelles. C'est ainsi qu'on a rééclaté le cercle de Moussi pour donner naissance à partir de 1920 au cercle de Waïguya et au cercle de Ouagadougou, et que 2 années plus tard, ils ont créé le cercle de Kaya, le cercle de Tinkodogo et le cercle de Koudougou. Et chacun de ces cercles avait une certaine logique qui présidait à la création de ces cercles. Donc on ne peut pas... la Haute-Volta en réalité n'a pas été créée, elle a été engendrée à partir des réalités qui existaient. Quelle implication tout cela a pu avoir sur notre histoire commune? Alors, ceux qui viennent d'intervenir ont parlé, n'est-ce pas, d'un certain nombre de sociétés, d'ethnies. Il y en a même qui sont allés, pas ici, mais ailleurs, pour dire que ce sont des nationalités entre griffes. En réalité, en créant la Haute-Volta, puisque on a parlé des révoltes de 1915-1916, dues essentiellement au recrutement militaire pour la Première Guerre mondiale, la France divise justement les zones révoltées pour mieux les contrôler. Et on peut dire que l'une des causes de la création de la colonie prend ses racines ici. Mais quand la colonie est créée, le premier gouverneur, c'est Édouard Esseling. C'est à lui qu'est revenue la tâche d'organiser administrativement, économiquement, politiquement, cette nouvelle colonie. Alors, tout à l'heure, le professeur Magloire parlait de l'administration, mais quand on prend, par exemple, le système, chez les Moncé, c'est un système qui est politiquement hiérarchisé. On a comme l'impression que la France s'est inspirée un peu de cette structure sociale politique pour, j'allais dire, étendre l'administration directe qui commence en 1904-1905 sur l'ensemble du cercle. Vous savez, l'une des causes aussi de la création de la colonie de la Haute-Volta, c'est le
On a vu la vaste étendue au Sénégal-Niger. Il fallait démembrer. On a vu le manque de personnel. Alors, je rebondis donc sur ce que le professeur Magloire a dit. Comme il n'y a pas suffisamment de personnel, Essling va s'entourer, n'est-ce pas, des chefs. Et vous savez qu'il y a des sociétés chez nous où le chef politique, entre guillemets, n'est pas réellement connu. Il y a un chef, bien sûr, mais qui n'exerce pas les mêmes rôles politiques, comme chez les Mossé, comme dans les Émirats Peul du nord de notre pays. Alors, Essling, qu'est-ce qu'il fait? Il va, en quelque sorte, n'est-ce pas, réhabiliter la chefferie, revaloriser même sa fonction. Les chefs auront désormais une solde, auront en tout cas... un salaire. Oui, un salaire, si vous voulez. Et le conseil de notables également, qui a été créé, un peu partout d'ailleurs dans les années 1921, qui n'ont qu'un rôle purement consultatif, ben, ce sont ceux-là qui, j'allais dire, rapportent au sommet, c'est-à-dire au niveau du gouverneur, du lieutenant-gouverneur, ce que, bien sûr, les populations pensent, ce que sont les populations, quels sont, n'est-ce pas, leurs desiderata. Donc, l'insuffisance du personnel amène Essling à se servir de la chefferie. Et vous savez, aujourd'hui, on parle de chef de canton. Et oui, c'est-à-dire qu'on implante un peu partout sur le territoire du cercle créé des chefferies de canton. Bon, coutumièrement, ça n'existe pas. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans certaines zones de l'Haute-Volta, ces chefs qui ont été nommés ont été boudés, ont été pratiquement contestés. Le professeur Magloire est arrivé à mettre des entités indépendantes ensemble et arriver à mettre en place un système de gouvernance, si on peut l'appeler ainsi, pour pouvoir dominer de maître toutes ces entités. Est-ce que cela a eu une implication sur notre histoire, l'histoire du Burkina Faso aujourd'hui, ce qui est convenu d'appeler le Burkina Faso aujourd'hui? On a mis l'ouest, le sud-ouest, l'est, le centre ou le nord ensemble pour former une entité unique qui est la colonie et plus tard le pays Haute-Volta. Avant d'en arriver à la réponse à cette question, j'aimerais souligner un fait que nous ne soulignons pas assez, nous historiens, au niveau de l'enseignement de l'histoire. En fait, nous parlons de l'impérialisme colonial qui se fonde généralement sur 3 arguments. Claude a parlé de l'argument économique, il y a l'argument politique et l'argument culturel. Mais cet impérialisme-là, après la conquête de l'Afrique, il y a un impérialisme scientifique qui va se développer. À qui trouverait le premier, découvrirait le premier telle ou telle vérité ou tel fait. Et donc, les Européens étaient donc, les administrateurs coloniaux n'étaient pas de simples administrateurs comme ça, ils avaient d'autres missions qui étaient de faire des recherches. Et c'est dans ces recherches-là qu'ils ont pu découvrir qu'il y avait une possibilité de regrouper telle population ensemble. Parce que telle ou telle population avait des affinités, soit linguistiques, soit culturelles, plus largement culturelles. Et donc, c'est pour cela que dans la subdivision du territoire de Haute-Volta par le colonisateur, on a cette cohérence dont a parlé Pierre Claver. Et ça, c'est lié à la recherche qu'on a faite sur les différentes sociétés. Donc, quand on prend par exemple le sud-ouest et les cascades aujourd'hui, on peut les mettre ensemble? Pas forcément, oui, pas forcément, parce que de toute façon, sur le plan de l'organisation sociale, il y a des affinités. Mais sur le plan linguistique, on s'est rendu compte que les populations du cercle de Gawa pouvaient être mises ensemble et que les populations qui tournent autour de Banfora pouvaient être mises ensemble également.
Parce qu'on s'est rendu compte que là aussi, il y a des affinités linguistiques qui existent. Parce que là, c'est les populations de souche Sénoufo. Et de l'autre côté, c'était les populations de souche Lobi. Ainsi de suite. C'est pourquoi le colonisateur a même appelé ces populations-là les tribus de Rameau Lobi. C'est pourquoi on les a mis ensemble. Mais dans tous les cas, le fait d'avoir mis ensemble toutes ces populations et d'avoir mis en place un même type d'administration, le même type d'administration qu'on a mis ensemble partout, avec le système de l'éducation, qui est le même. En fait, désormais, notre référent, c'était désormais la France. Que vous soyez Mossi, Gourmatier, Lobi ou Sénoufo, on vous faisait comprendre que c'est la France qui était votre référent. Nos ancêtres, les Gaulois, disait-on. Vous comprenez? Le système éducatif mis en place par la France a permis de mouler tout le monde. Donc, donner le même système éducatif, donner le même contenu, de telle sorte qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons finalement une communauté d'histoire. La communauté d'histoire dont on parle, c'est lié au fait qu'on nous a mis dans un territoire donné. C'est le même colonisateur qui nous domine. C'est le même colonisateur qui a mis en place un système d'administration, qui a mis en place un système de valeurs, qui a mis en place un système d'éducation. Et qui a fait que nous nous frottons à l'intérieur du même territoire. Et ce qui fait que ce qu'il y avait comme antagonisme ancien, bon, on finit par non pas les effacer totalement, mais on finit par les minimiser. Et donc, on finit par avoir le sentiment qu'on était voltaïque, et au jour d'aujourd'hui, on a le sentiment qu'on est burkinabé. Donc je crois que c'est par le fait qu'on a mis en place un même système de domination, un même système d'éducation, un même système de valeurs pour nous diriger. C'est ça qui a, en quelque sorte, essayé de cimenter un peu les voltaïques. Et de toute façon, en Afrique, on parle généralement de la différence entre le francophone et le britannique. Donc, dès que il y a un fait qui se pose, les réactions des francophones et les réactions des anglophones ne sont pas les mêmes. C'est parce que les systèmes coloniaux ont été différents qu'on aperçoit ces différences-là entre les francophones et les britanniques. Donc c'est pour vous dire que le système colonial mis en place a quelque part rapproché des gens qui, dans le temps, étaient distants les uns des autres. Ce qui explique qu'en 1932, oui, docteur Salo. Je voulais simplement compléter que l'organisation administrative telle que l'a voulu la France dans notre colonie transcendait les ethnies. C'est quelque chose de supra-ethnique. Hein. On va commencer par les États-nations. Ce sont ces États-là qui, progressivement, avec l'évolution de la colonisation, vont finalement demander et obtenir leur indépendance. Je voulais juste souligner l'importance de ces États. Oui, et docteur Pierre Claver-Yen, ce qui n'a pas empêché en 1932 à la France de dissoudre cette colonie de Haute-Volta, parce que simplement, économiquement, on trouvait qu'on était juste un réservoir de mains valides, de bras valides, qui pourra servir certainement à d'autres, notamment le Haut, Sénégal, Niger et la Côte d'Ivoire. La suppression de la colonie de Haute-Volta en 1932 relève la même logique du colonisateur et ça dépend de ses intérêts. Et en 1932, le colonisateur traverse une période difficile sur le plan économique depuis les années 1929. La grande crise donc, des années 1929-1930 amène le colonisateur à réfléchir sur le fonctionnement de ces territoires, notamment en Afrique occidentale française. Et c'est là que certains ont dit que si on supprimait la Haute-Volta, ça permettait de réaliser des économies, ne serait-ce que l'économie de fonctionnement pour entretenir l'administration, etc. Sinon, quand on regarde l'évolution du budget de la colonie, on ne peut pas dire que la colonie n'était pas viable. Mais il faut reconnaître que dès même la tentative de création de la colonie, il y avait un débat contradictoire. Il y avait des gens qui étaient contre, et il y en a qui étaient pour. Et ça aussi, ça fait une résurgence. Quand on voulait créer la colonie de Haute-Volta,
Le gouverneur du Haut-Sénégal-Niger, sortant comme entrant, on dit que ce n'est pas possible, il ne faut pas créer cette colonie. Elle ne sera pas viable. Elle ne pourra même pas entretenir cette garnison militaire. Il faut attendre que le train arrive à Ouagadougou avant de créer cette colonie. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on divise les territoires. Le gouverneur Brinet et Périquet, c'est ce qu'ils ont défendu. Il n'y a que le gouverneur de la Côte d'Ivoire, le gouverneur Antonetti, qui a dit non, c'est très bien, cette colonie pourra fonctionner, elle est viable. Créer, mais seulement ce qu'il proposait qu'on crée, c'est une colonie des Mossi. Parce que la Côte d'Ivoire voulait qu'on rattache à la Côte d'Ivoire la région du Bobo-Dioulasso, etc. Donc on crée une colonie des Mossi et pour que la Côte d'Ivoire puisse profiter de la main-d'œuvre tout en s'annexant les potentialités économiques. Donc, bon, finalement, la France a décidé de créer non pas une colonie des Mossi, mais une colonie composite avec ce qu'on appelle les Mossi et les non-Mossi. Parce que c'est l'intérêt, c'est l'homogénéité territoriale qui l'intéressait. Mais en 1932, il se trouve qu'effectivement, la France traverse une crise économique comme la plupart des pays occidentaux. Et on estime que pour faire des économies, réaliser des économies dans le fonctionnement, il était bien de supprimer ce qu'ils ont appelé une tête inutile pour alimenter le reste du corps. Donc quand on va supprimer, la Côte d'Ivoire n'aura plus accès à la main-d'œuvre et le Mali. Bon, cette suppression concrètement a été quoi? On a détaché Waïgouya et Dori, non, Waïgouya plutôt, pour remettre au Soudan, ça veut dire au Mali. Le Niger a bénéficié de Dori et de Faran Gourma. Et tout le reste du territoire pratiquement est revenu à la Côte d'Ivoire. C'est pour faciliter même la capacité pour ces gouverneurs des pays voisins d'exploiter directement la main-d'œuvre. Donc, alors, ça a été mal perçu évidemment par certaines populations, notamment la chefferie Mossi, qui pense avoir été payée en monnaie de singe, avec tout ce qu'ils ont fait comme effort pour contribuer donc, à l'administration du territoire. Venir diviser l'unité familiale des Mossi comme ça n'a pas été accepté. Mais quelque part, ça a permis, pour parler de notre vivre ensemble, ça a permis une naissance précoce de la conscience patriotique, pour ne pas dire nationale, en ce qui concerne l'actuel Burkina Faso. Parce que refusant un peu ce qui s'est passé, des gens ont commencé à lutter, et cette lutte avait un caractère patriotique, proto-national. Donc je pense que ça a contribué à renforcer ces sentiments, que nous étions les mêmes sentiments que développait Mangloire Sommet, parce qu'effectivement, nous devons à la colonisation, enfin à la création de la Volta, une dialectique. Dialectique qui consiste à appartenir à un même territoire, et nous en avons commencé, ils avaient commencé à avoir cette conscience progressivement, mais une dialectique aussi qui permet la naissance progressive de sentiments régionaux, à travers le fait qu'on amène les populations des cercles à écrire l'histoire des cercles par leur sueur, par leurs larmes et par leur sang. Vous appartenez à une même administration, c'est le même commandant des cercles, avec ces subalternes qui vous bastonnent, qui vous font travailler, qui vous font travailler. Ça aussi, ça crée à la longue une. Donc, quelque part, notre identité territoriale et nos identités régionales actuelles relèvent plus ou moins de cet acte-là. Ce qui explique, Claude-Étienne Cissao, qu'après la Seconde Guerre mondiale, en 1947 pour être précis, la colonie fut recréée dans ses frontières initiales. Et on a vu, comme l'a évoqué Dr Yen, ce sentiment du vivre ensemble, ce sentiment d'appartenir à un même espace et d'avoir un même destin. Et donc, ce qui n'est pas rien aujourd'hui. On n'a pas reconstitué la Volta dans ses frontières initiales. Les frontières initiales de la Volta, quand on créait la colonie, il y avait 7 cercles, dont le cercle de Saï. Au Niger. Au Niger. En 1926, on déplace la capitale du Niger, des Indères, à Niamey, au bord donc, du fleuve. Et en cette année, un décret présidentiel détache le cercle du Niger et rattache donc au Niger. Sinon, avant 1926, la frontière orientale est de la Haute-Volta, c'était le fleuve Niger. Alors, maintenant, quand on crée la Haute-Volta en 1947, le texte dit, et la loi dit qu'on crée la Haute-Volta dans ses limites de 1932. Ce n'était pas les limites initiales. Si on avait dit que c'est des limites initiales, vous savez on allait remonter à 1919. Bon, comme c'est des questions de frontières, c'est très sensible. Je tenais à lever ça. L'équivoque, oui, tout à fait. Poursuivez Claude-Étienne Cissao. Oui, Pierre Claver vient d'aborder le problème des frontières, c'est important. Ça aussi, ça nous divise. Les frontières, aujourd'hui, ça nous divise. Quand on a un autre objectif qui est celui de l'unité africaine. Donc, non pas... Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas eu d'intégration plus forte par rapport à la situation qui existait avant. Il faudra aussi
apporter ce petit bémol. Et puis, il ne faut pas aussi totalement déresponsabiliser la conscience historique des peuples africains. On a l'impression que les Africains ne se fréquentaient pas, que tout était statique. Non, il y avait des formes d'intégration. Quand vous étudiez l'ensemble de ces peuples, vous vous rendez compte que ça s'est constitué à partir de migrations de peuples allogènes et allochtones. Autochtone. Oui, autochtones, allochtones et allogènes. Avant la colonisation. Ça montre qu'il y avait quand même une capacité, une vision d'intégration et que les différents peuples n'étaient pas cloisonnés. Mais l'organisation centralisée n'existait pas. Et c'est la raison pour laquelle, dès l'introduction de ce petit panel, on a parlé de système jacobin européen. Voilà, donc je tenais à apporter cette précision. Et puis, pour revenir sur la question de la reconstitution de la Haute-Volta, permettez-moi de revenir sur la question économique. L'économie, quand même, était au centre des préoccupations des Européens, même en Haute-Volta. Même si l'on dit aujourd'hui que c'est un pays qui est tenu de richesses. La richesse fondamentale du territoire de l'actuel Burkina Faso, c'était ces hommes, le capital humain. Et ce capital humain va constituer un enjeu. Toujours, ça va constituer un grand enjeu dans le système colonial français. Et en plus des raisons que nous avons évoquées pour la reconstitution, pour la création de la colonie de la Haute-Volta, il faut aussi dire que quand on créait la Haute-Volta, une des raisons fondamentales aussi, c'était de limiter les migrations, les fortes migrations qui se faisaient du Haut-Sénégal Niger vers l'actuel Ghana, c'est-à-dire la Gold Coast. Pendant cette période-là, la période du Haut-Sénégal et Niger, c'est vrai que la guerre a accéléré les migrations vers la Gold Coast, mais aussi l'économie. La Gold Coast qui est une colonie britannique. Qui est une colonie britannique, voilà, ça c'est important, avec la rivalité qui existe. Donc la main-d'œuvre du territoire du Haut-Sénégal et Niger a commencé à migrer de façon très importante vers le territoire de la Gold Coast. C'était aussi l'occasion de faire en sorte qu'on stoppe un peu cette migration, qu'on a créé la colonie de la Haute-Volta. Ça, c'est un aspect. Et aussi, après la guerre, la dislocation et la reconstitution, l'aspect de la main-d'œuvre, du capital humain aussi sera toujours au centre. Je m'explique d'abord pour l'événement de 1932. Une des raisons fondamentales, c'est aussi la maîtrise de la main-d'œuvre. Et essentiellement la main-d'œuvre du territoire Mouaga. Parce que cette main-d'œuvre, à l'époque, vous savez que le machinisme n'était pas développé. Et que c'est la force humaine qui pouvait permettre aux décideurs de développer un territoire. Et la zone la plus peuplée, c'était l'actuel espace du Burkina. Il fallait faire en sorte que les hommes soient dirigés vers la Côte d'Ivoire, où on développait la culture du café, du cacao, qui se vendait très bien en métropole. Seulement, les planteurs européens qui étaient en Côte d'Ivoire n'avaient pas les mêmes chances que les Africains, parce qu'ici, les gens travaillent en famille. Il était difficile pour eux donc de développer leur plantation en venant seuls là-bas. Donc, ils ont convoité la main-d'œuvre de la Haute-Volta. Et le gouverneur qui était en Haute-Volta, généralement, il freinait, c'est vrai, c'était la main-d'œuvre, on réquisitionnait la main-d'œuvre. Mais ces gouverneurs avaient tendance à arrêter la forte migration. Ils refusaient un peu les réquisitions parce qu'ils voulaient aussi développer leur territoire. Et pour mettre fin à tout ce problème, on supprimait le territoire. Ce qui fait que c'est un seul gouverneur qui décidait de comment il fallait réquisitionner la main-d'œuvre sur un territoire. Et c'est ce qui explique en grande partie la manière dont on a rattaché une grande partie, c'est la partie la plus peuplée, vers la zone, la Côte d'Ivoire, qui était une zone où l'espoir économique était beaucoup plus grand. Et comprenez, c'est depuis ce temps que la Côte d'Ivoire a eu cette accélération économique dans la sous-région et est même arrivé au niveau de la Gold Coast, qui n'était pas le cas avant. Donc, la date, la main-d'œuvre, le problème de la main-d'œuvre, en 1932,
fondamentale sur le plan économique. Et aujourd'hui encore, ça transparaît dans nos relations économiques et humaines avec les autres pays. Oui, professeur Magloire Somé, on va faire un tour de table juste pour terminer avec ça. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un enjeu pour nous contemporains de célébrer cette création de la colonie de Haute-Volta qui est devenue aujourd'hui le Burkina Faso? Bon, avant de répondre à la question, je voulais dire que la reconstitution de la Haute-Volta a été le fait de la coalition de deux forces. Les monarchies aussi, et puis la hiérarchie catholique. Tous les deux frustrés par la suppression de la Haute-Volta. Et donc, les deux forces ont coalisé pour demander la reconstitution de la Haute-Volta. Et ont réussi à le faire. Parce que l'environnement politique était favorable à cette reconstitution-là. Puisqu'on venait de sortir d'une guerre on qui venait a de sortir de beaucoup la guerre, fragilisé la France. on venait de sortir de la guerre, et puis il y avait la liberté d'organisation, il y avait l'Union française qui avait été créée, et les Africains pouvaient maintenant, étaient libres de constituer des partis et de pouvoir participer à la vie politique de l'Union. Et donc, de ce point de vue, le contexte était favorable. Maintenant, l'enjeu de la création de la Haute-Volta, au jour d'aujourd'hui, Pierre Claver a dit que le colonisateur a créé la colonie en fonction de ses intérêts. Ça, c'est une vérité fondamentale. C'est en fonction de ses intérêts qu'il a créé cette colonie-là. Et il a entre-temps supprimé en fonction de ses intérêts du moment. Il a reconstitué sous la pression d'Africains et de Français coalisés. Et donc, de ce point de vue, la Haute-Volta a existé de nouveau à partir de 1947. Donc cette existence-là nous donne au jour d'aujourd'hui le cadre territorial du nouvel État souverain que nous avons au jour d'aujourd'hui. Donc célébrer cela, on commémore ce qui est positif. Sinon, on parlerait de devoir de mémoire. Si c'est négatif, on va parler de devoir de mémoire. Mais si nous parlons de commémoration, ça veut dire que nous assumons cette histoire. Nous assumons cette création de la Haute-Volta. Et donc, de ce point de vue, au jour d'aujourd'hui, compte tenu du fait que notre destin se réalise à l'intérieur de ce territoire et que nous-mêmes, nous avons assumé la création de ce territoire. Donc, il est tout à fait juste, il est tout à fait légitime que nous puissions commémorer les 100 ans de la création de la Haute-Volta. Oui, Claude Etienne Stissao. Oui, la commémoration, c'est une très bonne chose. Il faut pour un peuple une mémoire collective. Et la commémoration, c'est par excellence la manière de célébrer la mémoire collective. Mais j'aimerais ajouter ceci, c'est que c'est l'occasion aussi de jeter un coup de verre en arrière pour voir ce qui s'est passé et assumer ce qui est douloureux et ce qui est positif. Il ne faut pas croire que c'est tout seulement ce qui est douloureux, ce qui est positif, ce qui relève du bonheur qu'il faut fêter, qu'il faut commémorer. Il faut aussi tenir compte de tout ce qui entoure cela. Et le devoir de l'historien, justement, c'est d'aller au-delà de la propagande de la commémoration. Une propagande qui consiste à organiser des manifestations pour dire c'est bon, c'est bon. L'historien, l'histoire plutôt, en tant que discipline, devrait apporter justement beaucoup de précision sur les choses qui se sont passées. Montrer que cette évolution s'est passée de façon saccadée, avec des périodes fastes et des périodes plus difficiles. Et que, malgré l'accouchement de ce pays, s'est fait dans la douleur, c'est-à-dire sous une domination étrangère. Et justement, c'est ce qui est très important. Ce qui nous unit, c'est le fait de pouvoir sortir de cette domination ensemble. On partage les difficultés que nos ancêtres, nos grands-parents ont vécues pour que ce pays reste ce qu'il est. Et c'est ce qui nous unit. Et c'est très important, la commémoration a cela de très bien. Et ça soude la nation. Souder la nation, ce n'est pas uniquement se contenter des choses
économique, c'est très important, mais aussi pour que les gens se donnent pour travailler économiquement pour un pays, il faut aussi que ces gens aient une conscience collective de faire avancer cette nation. Conscience collective, faire avancer cette nation. Est-ce que c'est votre avis également, Dr Samuel Salou? Oui, c'est mon avis, mais je tiens d'abord à souligner que la commémoration ne va pas se limiter, j'allais dire, à une interview à la télé, à un colloque, etc., etc. Sinon, on croirait que cette commémoration n'intéresse que certains milieux. Alors, moi, mon grand frère qui est au village et qui ne sait pratiquement rien de ce qu'a été la création de la colonie, je ne sais même pas s'il sait que la colonie a été créée en 1919, je crois qu'il faudrait que cette commémoration également prenne en compte tous ces gens-là. Sinon, beaucoup de gens vont être encore, je ne dirais pas dans l'obscurantisme, c'est un peu péjoratif, mais ne sauront pratiquement rien de ce qu'a été cette création. Alors, je voulais surtout insister, ceux qui m'ont précédé l'ont dit, la colonie a été créée pour les intérêts de la France. Quand je prends le cas de 1919 jusqu'en 1932, sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, qu'est-ce que l'on enregistre réellement? L'école supérieure, l'école primaire supérieure, d'ailleurs, même supprimée en 1932. Alors, donc, je réaffirme, n'est-ce pas, que cette création l'a été pour les intérêts, surtout, n'est-ce pas, de la France, et qui s'est servi abondamment de la main-d'œuvre, puisque le pays était considéré comme le réservoir, le vivier, où tout le monde venait puiser, c'est-à-dire l'administration publique, les sociétés privées, qui en étaient avides. Là donc encore, ce que je regrette, qu'est-ce qui a été fait pour nous? On termine avec vous, docteur Pierre Claverienne. Oui, on aurait eu tort de ne pas commémorer la date de 1919 parce qu'il y va de notre identité territoriale et nationale. Nous sommes burkinabés parce que nous avons hérité d'un territoire. Du territoire colonial est devenu territoire national. L'Assemblée territoriale, en son temps, donc l'ancêtre, est devenue l'Assemblée nationale. Les conseils de gouvernement implantés en son temps sur ce territoire sont devenus le pouvoir exécutif. Et nous avons, à partir de 1960, pris la décision de construire à l'intérieur de ce territoire une nation, une et indivisible. Alors, donc, nous avons hérité des structures obsolètes de l'État, et nous avons un État. Aujourd'hui, l'État burkinabé est une réalité. Mais cet État-là, construit à l'intérieur donc, du territoire, et la nation. Et là, sa trajectoire n'est pas rectiligne. Il y a des avancées, il y a des reculs, mais le problème, c'est qu'il faut dire qu'être burkinabé aujourd'hui, l'État-nation du Burkina en construction est une réalité. Et donc, pour savoir d'où on vient, il faut savoir que c'est la date de 1919, même si on peut aller vers des formes d'intégration, mais cette date est essentielle. Et puis, il ne faut pas se frustrer, il ne faut pas se dire, mais comme on était une colonie, est-ce qu'on peut faire quelque chose de bien? Je dis oui, parce que la première puissance du monde, c'est une ancienne colonie, les États-Unis d'Amérique. C'est l'ancienne colonie de la Grande-Bretagne, des Britanniques. Donc, d'avoir été colonisé et d'en prendre conscience peut être aussi un déclic pour savoir qu'on peut, à partir d'une création artificielle devenue réalité, aller de l'avant. Ce serait le dernier mot de cette émission. Merci à tous les quatre d'être venus. Était avec nous professeur Magloire Somé, professeur titulaire d'histoire contemporaine. Merci d'être venu. Également, docteur Pierre Claverienne, maître de recherche en histoire des relations internationales. Était aussi avec nous docteur Samuel Salou, maître assistant d'histoire contemporaine à la retraite, et Claude-Étienne Sissao, professeur titulaire d'histoire économique. Merci à tous les quatre d'être venus pour ce débat. Merci à vous également, chers téléspectateurs, pour votre attention et à la prochaine pour d'autres thématiques. Au revoir.